Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club consacré cette semaine à la 30e journée de Première Ligue. La dernière droite est donc là, il y a encore beaucoup de clubs qui peuvent tout gagner ou tout perdre, que ce soit pour le titre, la course européenne, le maintien. Salut Bruno. On reconnaît votre style boxeur, la dernière droite, la dernière ligne droite. Ligne droite. Mais la droite aussi, parce que pour certaines équipes, il s'en ramasse quelques-unes. Ça peut être géomètre aussi pour une droite. Hein. C'est de la géométrie, la droite. Oui, il faut essayer en tout cas d'aller le plus vite possible vers la ligne d'arrivée. Il reste encore donc 8 matchs. Certains clubs en ont un petit peu plus. On sera aussi bien sûr en compagnie de Christian qui va nous alimenter de ses modèles de jeu depuis sa data room. Salut Christian. Salut messieurs. On va commencer cette émission en parlant quand même de l'événement de ces derniers jours. On parlait des valses de Vienne, il faut peut-être parler des valses londoniennes, parce que du côté de Chelsea, on change souvent d'entraîneur. Le dernier à en faire les frais, c'est Graham Potter, viré après 22 matchs de Première Ligue. Est-ce que c'était inéluctable? Oui. Oui, c'est pas le seul. Hein. Il y a une longue série cette saison en Première Ligue. 12 managers déjà limogés. Ouais. Et un qui est venu par la force des choses, puisque Potter avait quitté le club. On s'attendait à ça depuis très longtemps. En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ça ne vient pas plus vite, parce que là, ça paraît un peu tard en plus. Le bilan, c'est 7 victoires, 8 défaites, 7 partages, rien qu'en Première Ligue. Bon, il a quand même qualifié Chelsea pour la Ligue des Champions. Ça reste d'ailleurs la seule chose qui pourrait sauver la saison des Blues de Chelsea, c'est gagner avec des champions. Il faudra déjà passer les quarts de finale. C'est le Real Madrid. Et le Real Madrid, je pense qu'ils se rendent dans une phase ascendante. Ils ont quand même mis 0-4 cette semaine à Barcelone en Coupe du Roi, au match retour. Donc, ça va pas être simple. Et gagner la Ligue des Champions avec Lampard, qui a laissé l'équipe dans un état désastreux. On en parle. Au moment où on enregistre cette émission, c'est pas encore officiel, mais visiblement, Frank Lampard va reprendre l'équipe jusqu'au mois de juin. Drôle de décision, drôle de choix. Ce serait pour permettre à la direction de discuter avec le manager qui viendra la saison prochaine. On parle de Luis Enrique, on parle de on en parlait hier Nagelsmann. Comme étant à Londres pour négocier son contrat déjà, mais apparemment... Mais aux dernières nouvelles, ce serait Lampard comme intérimaire. Ouais. C'est incroyable. C'est vrai que c'est une légende du club. Ou alors c'est pour West Ham. Parce que vous n'avez pas de nouvelles de David Moyes. Il est toujours bien intégré. Bon, défaite 1-5. Il y a eu, c'est vrai, 6 matchs. Il y a eu cette semaine, mardi et mercredi. Parmi les résultats, il y a eu la victoire de Newcastle qui enchaîne à West Ham 1-5. United de Brentford 1-0. C'était mercredi soir. Chelsea-Liverpool 0-0. Leicester battu encore une fois. Rodgers qui a été viré aussi le week-end dernier. On va peut-être revenir un instant encore sur Graham Potter avec Christian pour expliquer cet échec de Graham Potter qui avait un contrat de 5 ans, qui était arrivé pour faire le process. C'est un mot qui est souvent utilisé en football. Finalement, il est resté plus ou moins 6 mois. Il n'a fait qu'une petite partie du process puisqu'il a réussi quand même défensivement à remettre des choses en place. C'était quand même sur l'ensemble de son parcours. Il a quand même eu des performances intéressantes défensivement, mais par contre, offensivement, c'est un désastre. Sur 22 matchs, il a marqué 21 buts. Et alors, regardez, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il a détricoté l'aspect offensif de Chelsea parce que le jeu dominant placé 11 pour une équipe de ce rang-là, c'est normal, mais en jeu dominant rapide et en jeu direct, il n'y a que 2 buts dans chaque catégorie. Ça, c'est vraiment beaucoup trop peu. Donc, c'est une équipe qui n'a pas surpris dans la vitesse, alors que c'était sa marque de fabrique avant. Ça venait de partout, ça venait des flancs, ça venait des transitions. Et notamment, Lampard avait initié cette manière de jouer. Mais là, lui, en fait, il a sécurisé défensivement, mais ça a été une catastrophe offensive. Constat cinglant. C'est pas la seule catastrophe du côté de Chelsea, je pense que... Non, je pense que la direction a quand même aussi sa responsabilité avec ces transferts des joueurs arrivés d'un peu partout pour des grosses sommes. Il y a plus de 30 joueurs dans le noyau, il y a des blessés qui reviennent en plus, donc c'est quasiment ingérable. Il y a 31 temps de jeu déjà cette saison en championnat. Le retour de Kanté va leur faire du bien. Mais enfin, c'est quand même catastrophique. C'est un peu le symbole de ce que le football risque de devenir si on ne fait pas attention. C'est quelqu'un qui débarque des États-Unis qui n'y connaît rien, visiblement, qui se fait reprendre par son premier entraîneur Tuchel parce qu'à un moment, il demande 12 joueurs sur un terrain ou quelque chose du genre. Oui, je pense qu'il avait parlé de transfert de Ronaldo aussi, que ça ferait. Oui, c'est ça. Voilà. Dès l'entrée de matière, ça se passe mal avec le coach qui est viré après 6 matchs au début de la saison. On dépense 600 millions et on n'arrive plus à marquer un but. Ça veut rien dire. C'est pas du professionnalisme, c'est l'amateurisme total, ça. Ouais, c'est une drôle d'expérience, en tout cas pour ce club qui a connu tellement de succès avec Abramovich et qui maintenant est un petit peu dans une saison plus que de transition, une saison compliquée. Je vous propose, avant de plonger dans la 30e journée, de revoir les plus beaux buts du week-end dernier.
Frappe incroyable de Michael Keane dans les derniers instants de ce match face à Tottenham. C'était lundi soir. Un but du pied tous les 10 ans, mais inoubliable. Est-ce que dans le jargon du football, dans l'argot, est-ce qu'on ne dit pas une belle croquette? Je n'ai pas encore entendu, mais je vais bien intégrer maintenant à ce nouveau vocabulaire. En tout cas, ça fait du bien ce point pris par Everton qui se bat pour le maintien tout en fond de classement. Le bilan de la 29e journée en compagnie de Christian. Alan n'a pas joué le week-end dernier, même si City s'est largement imposé 4-1 face à Liverpool. Par contre, on peut dire que Kevin De Bruyne est dans une forme étincelante. Il a notamment ajouté une passe décisive, un but et une passe décisive dans ce match-là, Christian. Oui, Serge, il passe à 13. Voilà, c'est le seul qui progresse dans le duo en haut de classement. Au niveau des victoires à domicile, on est toujours dans le même schéma, mais c'est quand même formidable quand même de savoir que l'un marque 28 et l'autre est capable de faire la moitié en passe décisive. Waouh, il est quand même en super forme maintenant et c'est bien pour Man City, c'est bien pour les Diables Rouges. Ouais, et c'est bien aussi pour le suspense dans la course au titre parce que Manchester City fait preuve de résilience, même s'ils sont toujours à 8 points avec un match de moins sur Arsenal. City qui se déplace à Southampton samedi à 18h30, un match que vous pourrez voir sur Vous Sport World. Mais nous, on va s'intéresser au match de 16h. Ce sera le match d'ailleurs phare, le fil rouge de Goals of the Day, samedi à 16h. Un match important dans la course pour les places européennes, c'est Tottenham face à Brighton. Tottenham, actuellement 5e, 50 points face à Brighton, 6e, 46 points, mais un match en moins pour Brighton. Voilà, c'est un duel quand même très important, surtout pour Tottenham qui reste sur une période compliquée. Le départ d'Antonio Conte, c'est Christian Stellini qui a repris l'équipe. On l'a vu lundi soir, match compliqué à Everton. Ils menaient 1-0 face à une équipe réduite à 10. Ils sont incapables de gérer la fin de match. Et on peut dire que Stellini est dans la lignée d'Antonio Conte. Il a fait la même mise en place avec les mêmes joueurs. Il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement, sauf qu'il n'y a pas la personnalité de Conte. Il n'a pas le temps? Non. Il n'a pas le temps. On avait souligné en début de saison Tottenham, Keane, pas de problème. Heung-min Son, ça a été un peu plus difficile. L'entrejeu, on pensait qu'avec les joueurs arrivés de la Juve, ça allait être compensé. Le gardien, il est là. On avait des doutes concernant la défense. Ça se confirme encore. Et une équipe qui avait du caractère. Seulement, le top 4, ils n'y sont plus. Ça risque d'être compliqué. Oui, surtout que Newcastle a gagné, Manchester United a gagné durant la semaine et qu'ils deviennent favoris finalement dans ce top 4. Est-ce que c'est trop instable pour le moment du côté de Tottenham pour vraiment se dire c'est une équipe qui va terminer dans le top 4? Au fil de la saison, on a l'impression que cette équipe perdait son caractère, son identité. En perdant son coach, c'est la dernière chose qu'ils avaient en fait pour se manifester d'un point de vue de caractère, d'identité. J'ai bien peur que pour eux, le top 4 se soit terminé. Coach qui s'est enfui. Hein. Oui, qui s'est enfui en plus. Conte avait parlé d'un miracle la saison dernière pour atteindre le top 4. Ils ont battu Arsenal sur le fil dans ce jeu-là. Ici, c'est eux qui vont être battus, même pas sur le fil. Dans les prochaines semaines, je pense qu'ils vont être relégués à trop loin de Newcastle et de Manchester United. Et Brighton peut par contre continuer sur sa lancée et passer devant dans quelques temps. Donc je ne les vois vraiment pas terminer dans le top 4, non. Tottenham reste sur 2 partages face à des équipes qui se battent pour le maintien. Southampton qui est dernier, c'était 3-3. Et puis lundi dernier à Everton, un but partout. Par contre, c'est une équipe qui prend plus de points, logiquement, à domicile, Christian. Ils ont pris 30 points à domicile, 20 points en déplacement. Mais quand même 4 défaites, 10 victoires et 4 défaites du côté du Tottenham Hotspur Stadium. Oui, ce qui est très étonnant, en fait, dans l'observation du modèle de jeu à domicile, c'est que cette équipe prend des points, mais a une difficulté à s'imposer dans le camp d'adversaire. Donc, c'est une équipe un peu à l'image de Newcastle, mais Newcastle aussi est beaucoup plus performante comme ça à l'extérieur. C'est une équipe, en fait, qui a besoin des reconversions rapides et des phases arrêtées à domicile. Parce qu'au niveau du jeu dominant, que ça soit placé ou rapide, c'est très, 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 très faible pour une équipe de ce rang-là. On va voir un peu plus tard avec Brighton. Brighton marque pratiquement dans ces deux domaines-là le double à l'extérieur, donc même pas à domicile. Donc cette équipe aujourd'hui n'a pas une vraie identité de jeu dans le sens où ils sont capables en fait de mettre une pression et de s'imposer chez l'adversaire. Mais voilà, ils pratiquent comme ici, ils profitent de ces fameuses sorties de balles pour pouvoir effectuer un contre-pressing et venir en fait se positionner dans la vitesse. Mais la difficulté dans cette équipe que cette équipe a, c'est qu'aujourd'hui, quand on joue contre une équipe de bas de classement,
c'est qu'en fait, à domicile, il faut pouvoir s'imposer, il faut pouvoir les pousser très bas. Or, cette équipe n'est pas capable de le faire, ou très peu, et donc rencontre des difficultés. Et c'est pour ça qu'eux, en fait, ils ont le plan B, mais ils n'ont pas le plan A à domicile. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on recule au classement parce que ce sont des points qui doivent normalement être gagnés dans ce plan A. Ce qui me frappe par rapport aux 4 équipes qui occupent le top 4 aujourd'hui, c'est que ces 4 équipes-là n'ont connu qu'une seule défaite à domicile. Donc 4 pour Tottenham, c'est beaucoup. Alors on peut se dire peut-être qu'ils sont hyper performants à l'extérieur. Mais non, 15 matchs joués à l'extérieur, il n'y a que 5 victoires. Ça peut, au décompte final, coûter très cher. Et on l'a vu, Kane a quand même marqué 22 buts. Voilà ce que j'allais dire. Si Kane n'était pas là, c'est une équipe qui ne serait même pas en course pour le top 4. Non. C'est certain, c'est ce qui le maintient à cette hauteur-là pendant une bonne partie de la saison. Et je pense que là, tout seul, il ne peut pas garder ce rythme-là jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'il y ait une équipe qui joue. Et contre des adversaires comme Brighton, par exemple, ils ne vont pas avoir énormément d'opportunités, je pense. Tottenham doit gagner à domicile. Ce sera sans plusieurs joueurs. Emerson Royal est blessé. Il y a Bentancur. On ne sait pas si Richarlison sera de retour. Donc même là, il y a quand même pas mal de doutes à ce niveau-là. Et en face, Brighton, c'est une équipe qui respire la confiance. Ils n'ont perdu qu'un seul match en 2023. C'est une équipe qui n'arrête pas de monter au classement et aussi de prester sous le terrain. Il y avait Graham Potter sur les premiers matchs, il est resté là plusieurs saisons, mais on a l'impression que De Zerbi a réussi encore à élever le niveau de cette équipe d'un niveau, si pas de plus. Une phrase résume tout. Brighton joue l'Europe. Brighton n'est pas encore expulsé de la course à la Ligue des Champions. C'est pas incroyable, ça? Oui. Et pourtant, si on regarde le moment où Potter est parti, il a fait... En position, en tout cas, je n'ai pas fait la moyenne des points, mais en position, il était plus haut que ce que De Zerbi a aujourd'hui, parce qu'ils étaient 4e, je pense, à ce moment-là. Et ils peuvent encore espérer, parce que De Zerbi a maintenu un système qui fonctionnait bien. Le côté génial, c'est que quand Trossard est parti, il y a des joueurs qui ont émergé, je pense à Mitoma évidemment, mais aussi Gross cette saison, qui fait une saison incroyable. March, l'Argentin aussi, McAllister, qui était excellent. Même champion du monde. Non, bien sûr, mais c'est un groupe qui fonctionne vraiment très très bien, qui n'a pas besoin d'un immense buteur pour y aller, donc c'est une équipe très dangereuse. On a l'impression que cette équipe de Brighton, elle sait qu'il y a des joueurs ou des managers qui partent, on a l'impression que la solution de remplacement est prête à chaque fois. Potter est parti, c'était une surprise quand même, parce que ça s'est joué en quelques heures, départ de Tuchel, et De Zerbi, il est arrivé dans la foulée. Ça veut dire excellent. Trossard est parti, il y a d'autres joueurs qui prennent la place, des joueurs qu'on ne connaît même pas. Il y a Caicedo par exemple. Ça, c'est pas lié au coach, ça c'est lié à la structure du club. Exact, au fonctionnement. Sportif et au recrutement qui a été excellent depuis plusieurs années. Et on a prêté des joueurs, on pense à Mitoma, il est prêté à l'Union, c'est là qu'on se rend compte qu'il a peut-être un niveau supérieur. Mitoma, on va en reparler. Oui, je sais bien, mais je veux dire, ça veut dire que dans la structure du club, il y a une organisation, il y a un fonctionnement qui n'est pas dépendant du coach, parce que finalement, le coach n'est peut-être pas si important que ça dans le fonctionnement correct d'un club. C'est exactement l'inverse à Chelsea, puisqu'on prend un très bon coach, et on lui ride sa carrière quasiment dans la saison, mais derrière, il n'y a pas d'organisation qui tient la route. Il y a des dépenses complètement faramineuses qui ne produisent pas de résultats. Donc. Brighton qui a été gagné à Bournemouth 0-2 mardi dernier. Brighton qui joue encore l'Europe, c'est presque une anomalie, c'est donc la surprise cette saison. Et pourtant, dans les matchs, on va dire, face à des concurrents directs, ce n'est pas une équipe qui a encore été très brillante, pas encore, en tout cas cette saison, et qui pourrait même faire mieux, Christian. Ouais, c'est le même modèle de ce qu'on a vu avec Brentford. On avait dit, ce sont des équipes qui, en déplacement, ont des difficultés à gagner. Il y a des matchs contre le top, c'est des difficultés. Regardez, on parle quand même de Brentford avec beaucoup d'éloges, mais il n'y a qu'une victoire contre le top 7 pour le moment. Alors maintenant, c'est ça qui est intéressant pour la fin de saison. Vous voyez, les 4 carrés en gris, là, c'est les 4 déplacements à effectuer contre les équipes du top 7. Et donc là, ça va être vraiment, vraiment déterminant. Est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer les performances qu'ils ont contre les équipes en fait, qui sont plus basses dans ce classement quand ils vont en déplacement, mais contre des top 7 ? Il va falloir maintenant sortir le grand jeu pour essayer de passer cette place ou ces 2 places qui vont les amener peut-être à la porte du top 4. Maintenant, la fin de saison va être très intéressante pour Brighton en tout cas. Et dans vos observations, Christian, vous avez pu déceler que cette équipe, qui n'est pas un cadeau de la Première Ligue, joue notamment en déplacement pour s'imposer, pour quasiment faire le jeu, pour faire passer sa volonté. Ce n'est pas une équipe qui joue en réaction, mais qui essaye de prendre l'initiative tout le temps. Regardez, on va voir l'infographie, regardez ce qui est en vert. 19 buts sur jeu dominant placé, 3 sur jeu dominant rapide.
ce sont les meilleurs de la Ligue. Donc, ils sont plus forts que Arsenal, qui est vraiment le leader dans le jeu dominant placé. Ils sont plus forts qu'Arsenal en déplacement. Ils sont plus forts que Manchester City. Ils sont vraiment au top du top. Ils ont marqué 10 buts sur centre en déplacement. Et regardez, eux, en fait, en déplacement, cette alternative, donc le plan B, c'est-à-dire le jeu direct, la phase arrêtée, là, c'est nul. C'est pratiquement, c'est pratiquement proche de zéro puisqu'il n'y a que 2 buts sur jeu direct. Eux, en fait, ils vont en déplacement avec l'idée de s'imposer dans les 20-25 derniers mètres. C'est vraiment très étonnant, mais c'est aussi la preuve qu'il y a une confiance dans le potentiel de cette équipe, qu'on n'a pas peur en fait de faire un développement et de passer de ce plan B vers ce plan A et de devenir de plus en plus fort. Et maintenant, je pense honnêtement que si il marquait un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, seulement 10% de plus sur la reconversion rapide ou sur la phase arrêtée en déplacement, eh bien, il serait capable de perturber ces équipes du top 7, justement. Et là, voilà, ça va être vraiment le challenge, ça va vraiment être l'étape à passer pour pouvoir s'installer durablement dans les saisons à venir, dans ce top 6, s'ils ont cette ambition. Pour souligner ce que dit Christian, cette équipe est dans le top 4 du classement à l'extérieur. Oui. C'est la deuxième attaque. C'est perdu depuis le mois d'octobre. Arsenal a 28 buts marqués. Eux, c'est 26. Donc déjà, offensivement, c'est quand même déjà pas mal. Est-ce que c'est pas ça la différence des Herbies? Parce qu'avec Graham Potter, tout le monde disait oui, cette équipe joue bien, mais elle ne marque pas. C'était un petit peu le roi des XG, donc les expected goals, les buts attendus. Maintenant, c'est des buts attendus qui se transforment vraiment en buts. Et la différence, elle est là. Magnifique tableau, c'est très très clair et ça donne un regard très très précis. Les 2 précédentes saisons, quand on parlait de Brighton, on disait toujours la même chose. Ils aiment jouer au ballon, ils jouent bien, mais ils finissent pas les matchs. Et souvent, ça leur coûtait cher et ils finissaient presque milieu de classement. Cette saison, c'est pas le cas. Ils finissent les matchs, pas toujours, mais beaucoup mieux. Et en tout cas, contre les équipes qui sont plus basses que le top 7, certainement. Contre Brentford, c'était intéressant. Ils ont failli le gagner encore. Si on leur siffle leur deuxième penalty, c'est 3-3, mais ils pouvaient le gagner 4-3. Et ils ont aussi une résilience qu'ils n'avaient pas par le passé, à savoir que même quand ils sont menés, ils reviennent dans la rencontre et ils sont toujours dangereux parce qu'ils veulent marquer, ils jouent pour gagner. En plus, on découvre des nouveaux joueurs. Il y a un gardien maintenant depuis quelques matchs, Jason Steele, un jeune gardien. Les 2 buteurs à Bournemouth, c'est Evan Ferguson, 18 ans, c'est Julio Enciso, un Paraguayen, 19 ans. Donc, Ferguson, il a été longtemps blessé. Ouais. Il était déjà sorti du lot un peu en début de saison. Vraiment deux Et les 2 autres Équatoriens sont excellents aussi, Estupinian et Caicedo. D'ailleurs, on les veut. Solly marche, on a l'impression de le redécouvrir. Il marque, il donne des assists. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire que c'est un match très compliqué pour les Spurs? Bien sûr que c'est un match très compliqué. Je pense qu'on tend plutôt vers ça. Parce qu'en plus, il y a un joueur qu'on a connu à l'Union qui était passé la saison dernière. Il avait marqué 7 buts, 3 assists à l'Union Saint-Gilloise. Cette saison, il est déjà à 7 buts, 4 assists. Il s'agit de Mitoma, Christian, qui vraiment fait une saison que l'on peut qualifier d'exceptionnelle. Ça confirme les propos que vous avez évoqués un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a un recrutement qui est fait vraiment sur des valeurs, avec des datas, avec une intelligence de pouvoir aller détecter des joueurs de plus petites catégories, mais qui ont un potentiel comme Undav, qui a été le meilleur buteur à l'Union, comme Mitoma qui a joué, comme Alzate maintenant qui est au Standard et qui est prêté. Donc on voit ici, il s'est imposé, mais je suis pas surpris parce que je le connais quand même déjà depuis plusieurs saisons. Et maintenant, dans son modèle de jeu, c'est très chouette parce qu'en fait, il est en fait un meneur de jeu qui est un peu excentré. C'est-à-dire que vous voyez les ballons qui viennent de cette partie centrale, ce sont des ballons on essaie de le trouver dans cette zone-là où je l'ai représenté. Et là, en fait, il déclenche. Il déclenche soit pour un assist, soit il déclenche pour rentrer dans le jeu ou une action individuelle et des tirs enroulés. Il est aussi là, il a aussi pour quelqu'un qui n'est pas très grand, mais il a marqué 2 buts de la tête sur les 7. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a le sens du timing. C'est quelqu'un qui a fait un travail à l'université, qui a appris des choses, qui était intellectuellement concerné par le football. Et donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, il explose, il est formidable. C'est pas étonnant. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent du Japon maintenant, qui commencent à exploser dans les différentes ligues. Et il est un magnifique porte-drapeau pour le Japon. Alors, on sait que vous avez une grande base de données, vous analysez des milliers de matchs, mais il y avait une petite alerte sur ce joueur il y a déjà quelques saisons, alors qu'il était encore au Japon. Christian, pouvez-vous nous expliquer le parcours de Mitoma? Oui, donc je me suis souvenu parce que j'ai été revoir en fait dans mes mails. Le 6 octobre 2020, je l'avais proposé au Standard de Liège. Je l'avais proposé comme joueur de 20 ans. Il était à 25 000 €. Il était à 25 000 €
parce que j'avais vu en fait dans ces données, dans les critères que le Standard m'avait donnés, il était apparu directement. Il était au Kawasaki Frontale, il venait directement de l'université, il avait fait, je pense, un doctorat sur les dribbles ou quelque chose comme ça. Et quand on a vu son modèle de jeu, bien, le Standard cherchait à cette époque-là un joueur, un ailier qui pouvait en fait jouer dans la profondeur et aller dans la vitesse. Et donc, voilà, il était apparu directement. Donc, il n'était pas le seul, mais il était un des joueurs dans cette liste. Et il est déjà devenu, pour sa première saison, le joueur japonais à avoir le plus marqué en Première Ligue, avec son 7e but, il a dépassé, j'ai oublié leur nom maintenant, celui de Leicester, et un plus ancien. Mais ça veut dire quand même qu'en un peu plus d'une demi-saison, il n'a pas beaucoup joué. Il ne faut pas oublier que Potter, en début de saison, il jouait pas beaucoup. Potter ne le faisait que monter à un quart d'heure de la fin. Souvent, il a été décisif, notamment, je me souviens du match où ils font 3-3 à Liverpool. C'est lui qui monte, qui donne le dernier assist pour un triplé de Trossard, d'ailleurs, encore à l'époque. Après, De Zerbi a tout de suite compris qu'il pouvait lui faire confiance et c'est devenu un titulaire indiscutable. Et maintenant, quand on le voit jouer, il fait quand même penser à un joueur, je trouve, sur ce flanc gauche, avec ses capacités de buteur et aussi de passeur, c'est Eden Hazard à la grande époque de Chelsea. Mais c'est vrai, il a des qualités qui ressemblent à ce qu'il produisait sur le terrain. Et bonne nouvelle, maintenant le Standard le veut. Seulement, il est devenu impayable. Bon, voilà, Mitoma, en tout cas, c'est un des joueurs à suivre dans ce match très excitant. Samedi, 16h, c'est dans Goals of the Day en compagnie de Philippe. Et voilà, c'est quand même l'Europe qui se joue, notamment dans cette rencontre. On passe à l'affiche du week-end, le match en tout cas le plus prestigieux entre Liverpool et Arsenal. Liverpool, Arsenal. Fixture for heroes. Fowler 3, Arsenal 0. That is brilliant! Dagger to Arsenal hearts. Score! Astonishing. Mo Salah tearing them apart. Chaka's had a hit. Wow! The game that never fails. A year-on-year certainty for goals. Get ready for the latest edition. Liverpool-Arsenal, c'est donc dimanche à 17h30. Peut-on encore parler d'affiche? Liverpool est 8e avec 43 points, Arsenal évidemment leader avec 72 points. On parle d'affiche. Faut-il s'attendre à un grand match? On a été un peu déçus avec ce match entre Chelsea et Liverpool. 0-0. Oui, bon, 0-0, c'est un peu normal entre ces deux adversaires. C'est le 4e de suite. Voilà. Mais au niveau des prestations, c'est un petit peu décevant pour les Reds. Mais on n'oublie pas quand même d'où ils viennent la saison dernière. On n'oublie pas le palmarès, on n'oublie pas d'où ils viennent quand même. Pour vous donner un effet positif, le match aller, un des plus beaux matchs de la saison du côté de l'Emirates. Un match qui s'est terminé sur un score de 3-2 et ça a été un chassé-croisé entre les deux avec Martinelli qui avait marqué le premier but, Nunez qui avait égalisé, il y avait Saka qui avait fait un match exceptionnel dans la foulée. Ça s'était terminé donc sur une courte victoire à l'Arsenal. Mais attention, les Gunners n'ont plus gagné à Anfield depuis 2012. Est-ce qu'ils sont capables de faire un incroyable doublé face à Liverpool? Je rappelais le triplé de Trossard, c'était à Liverpool. Oui. Là, il va être titulaire plus que probablement. C'est vrai. Il pourrait encore marquer des buts. C'est bien de le rappeler. À Anfield, ce serait quand même extraordinaire pour lui. Ce serait vraiment exceptionnel. Quoi. Je ne sais pas si la vraie question, c'est de savoir si Arsenal peut enfin aller gagner à Anfield ou si Arsenal, champion ou pas. C'est ça la vraie question. Oui. Et ça passera évidemment par des performances. Je crois que les deux sont liés. Oui. Arsenal doit encore aller à Liverpool, à City et à Newcastle. Ouais. Bon, en tout cas, cette équipe de Liverpool, est-ce qu'on peut parler de catastrophe? Parce qu'on les voit encore le week-end dernier, 4-1, la défaite à Manchester City. Ils ont pris des gifles cette saison, ils n'ont plus assez de joues pour prendre les gifles en déplacement. En déplacement, parce qu'à domicile, ça reste quand même dangereux. Après, 9 défaites déjà cette saison, 8 en déplacement. Il n'y en avait eu que 2 la saison dernière sur toute la saison. Moi, je pense qu'il y avait des prémices la saison dernière. Les 2 finales où ils ne marquent pas de but. Enfin, les 3 finales où ils ne marquent pas de but. Ils en gagnent 2 quand même. Ils en gagnent 2 au tir au but. Ils en perdent une contre. Mais on sentait déjà qu'il y avait un problème face à des grosses équipes à marquer des buts. Et ça s'est senti tout de suite en début de saison, je trouve. Ça a été ils étaient à quelques minutes d'un quadruplé, Philippe. Bah oui, ça ne s'est pas passé. Donc là aussi, il faut digérer ce genre de situation avec tout l'investissement qu'on a dû donner pendant toute une saison, mentalement, physiquement. Et ça ne marche pas bien. Ils perdent un joueur important. Enfin, ça n'explique pas tout. Non. Mais il y a une forme d'usure aussi. C'est la 7e année de Klopp. Tout le monde dit sa 7e année, c'est jamais la même. Ils le savent aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui sont entrés en jeu, je pense, pour que quelque chose ne fonctionne pas. Et peut-être que chez eux, le recrutement n'est pas aussi
efficace que dans d'autres clubs. Ils n'ont pas déposé autant d'argent que certaines autres équipes, il faut le reconnaître aussi. Darwin Núñez, ils ont payé combien? Oui, 70 millions quand même aussi. Vous vendez Sadio Mané, vous devez récupérer quelque chose devant. Après, je ne sais pas Il y a la blessure de Diaz aussi, qui normalement devait remplacer Mané. L'état de forme de Salah, on en a parlé beaucoup. Il y avait une Salah dépendance. Blessure de Van Dijk qui revient, il n'est pas aussi transcendant qu'avant. Fabinho n'est plus le même joueur non plus. Henderson n'est plus le même joueur. Les carences, on les voit surtout en déplacement, puisqu'il n'y a, Christian, qu'une seule défaite finalement à Anfield cette saison. Ils ont réussi à battre Manchester City, Manchester United 7-0, on s'en souvient. Donc à domicile, on peut dire que les Reds continuent sur leur lancée des dernières saisons. À domicile, le travail il est fait, mais bon, c'est un peu le lot de toutes les équipes du haut de classement, puisque à l'exception de Brighton, je crois, ils sont tous dans le top 6 dans le classement à domicile. Alors regardez, ils sont 5e, mais ils n'ont que 13 matchs, donc ils ont 2 matchs de retard sur Arsenal et ils ont un match de retard sur les autres. Ben voilà, une victoire ou 2 victoires, ils peuvent être deuxième ou troisième dans ce classement à domicile. Donc pour le moment, le travail il est fait. Mais c'est vrai que ça manque beaucoup de constance en déplacement. Et c'est l'occasion maintenant de renouer avec ce même classement en essayant de battre Arsenal. Ce serait une belle performance parce qu'alors à ce moment-là, ils auraient quand même 4 victoires sur 5 matchs contre les équipes du top. À domicile, c'est quand même une performance. Est-ce que cette équipe de Liverpool, d'un point de vue offensif, est stéréotypée ? Ils l'ont été parce qu'à un certain moment, comme tout travail et tout conditionnement, ils avaient ce passage par les flancs, ils l'ont beaucoup moins. Et donc, comme on l'avait évoqué la semaine passée ou la semaine précédente, on a vu qu'ils sont revenus vers quelque chose de plus basique parce qu'ils voulaient surprendre Manchester City dans la vitesse. Et là, ils ont réussi à le faire. Donc, je dirais que contre une équipe comme Arsenal qui va vouloir avoir le ballon, ben voilà, il faut reprendre ce modèle-là. Il faut ce dégagement du gardien. Il faut 1 passe, 2 passes pour pouvoir se projeter rapidement vers l'avant. Il y a le passage par l'axe. Et quand les choses iront mieux et quand on aura gagné ou qu'on préparera la saison suivante, ben il faudra peut-être repenser le passage par les flancs. Et le jeu dominant placé, mais là il faut jouer ce ballon-là, quoi. C'est exactement ça, c'est une sortie de balle, c'est 3 passes et puis après il y a une balle dans la profondeur et on se présente à 3 contre 1 en zone de finition. Parfois c'est simple, c'est basique. Alors je sais que les puristes n'aiment pas ce genre de football-là, mais ça fait partie aujourd'hui de ce football difficile où on ne sait pas toujours s'imposer dans le camp d'adversaire. On parle des flancs, mais les flancs ont joué un tel régime pendant pas mal de saisons. Et on parle surtout de Robertson et d'Alexander-Arnold qui est quand même sous le feu des critiques. Oui, mais le nombre d'assists de ces 2 joueurs-là dans les plus belles périodes des Reds, c'était quand même impressionnant. Après, il faut s'interroger sur tout le travail des flancs. Il n'y a pas que Trent Alexander-Arnold qui défend moins bien qu'un autre. Il n'y a pas que ça. Donc, quelle est l'organisation aujourd'hui ? Mais c'est surprenant quand même. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a 7 ans qu'il est là. On a l'impression qu'un ballon s'est dégonflé et l'objectif Ligue des Champions semble quand même maintenant s'éloigner. Ils ont pris 1 point sur les 2 derniers matchs. Bon, c'était évidemment à City, à Chelsea, mais là, c'est quand même un gros coup de frein. Il a dit lui-même, Klopp, si je suis encore là, c'est grâce au passé, à ce que j'ai réalisé dans ce club, parce que sinon, il était le 14e à dégager peut-être. Si ça n'avait pas été Klopp, ça me semble évident que ça aurait été le cas. Et ce qui est très inquiétant, on a vu le but contre City, on avait dit que c'était ce genre de but-là qui pouvait marquer, mais c'est le seul tir cadré qu'ils ont de tout le match. Ouais. Donc ils n'ont pas su parce qu'en 2e mi-temps, ils ont été inexistants. Complètement et contre dépassés. Chelsea, je pense que ça a été un petit peu la même chose. Ils ne produisent pas de jeu offensif. Et là, ils commencent à se rendre compte qu'ils ne vont pas y arriver. Alors, est-ce qu'ils vont être assez motivés pour battre Arsenal ? Moi, j'ai quand même des doutes. Personnellement, je crois qu'Arsenal a vraiment la motivation, la perspective du titre. Et Liverpool, une spirale positive. Oui. Et l'avantage de ne plus jouer qu'un match par semaine par rapport en tout cas à Manchester City. Il n'y a plus que le championnat pour Arsenal. Donc il devrait normalement se déplacer à Anfield avec l'intention de s'y imposer parce que, Christian, depuis le début de la saison, c'est comme ça que ça se passe avec l'équipe de Mikel Arteta et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment très bien et c'était vraiment important de pouvoir dans la timeline remontrer, faire une petite piqûre de rappel ici et remontrer à quel point ils sont performants sur le jeu dominant. C'est vraiment génial, c'est très beau à voir, c'est impressionnant, tout le monde participe. Ils ont déjà marqué 70 buts, il y en a 40 sur jeu dominant placé et 10 sur jeu dominant rapide.
Alors, ils ont même réussi de temps en temps à mettre une phase arrêtée. Et dans le jeu direct, depuis 2023, ils ont quand même marqué 3 buts. Donc, cette équipe offensivement tourne vraiment bien. On a vu par moments qu'il y avait un peu quelques lacunes défensives, notamment sur des corners, sur des phases arrêtées. Il y avait un peu plus de relâchement. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est vraiment très, très beau à voir. Il y a des positionnements qui sont dans les fameux half space, dans cette vraiment zone optimale, où ils donnent des solutions supplémentaires. Ils sont 4-5 devant le ballon alors qu'ils sont dans les 20 derniers mètres. Voilà, il y a une combinaison qui vient venir chercher un relais appui dans la dernière zone et pouvoir distiller un ballon comme ça. C'est vraiment c'est un plaisir de les voir jouer, d'avoir cette zone optimale de nouveau avec un centre, avec quelqu'un qui vient dans la blind zone, comme on appelle ça, donc cette zone aveugle derrière où le défenseur ne sait pas défendre. Voilà, au niveau du jeu dominant, c'est vraiment un plaisir à les voir chaque semaine. Et un élément supplémentaire, je dirais, ils n'ont pas besoin de tant d'occasions que ça pour marquer des buts. Parce que le dernier match qu'ils ont fait, en première mi-temps, je crois qu'ils ont une tentative. Et finalement, c'est le penalty qui ouvre le score. Et après, c'est terminé parce que l'autre équipe doit sortir. Et à ce moment-là, ils ont des occasions. Tant que c'est fermé, ils n'ont pas besoin d'avoir énormément de possibilités. Et alors, il y a le retour de Gabriel Jesus, évidemment, qui est un élément quand même déterminant. Il était pour la première fois titulaire et marque 2 buts. Ouais. Et n'oublions pas, il y a De Bruyne comme meilleur donneur d'assist en Première Ligue. Les 3 noms suivants, c'est des joueurs d'Arsenal. Il ne faut pas oublier ça. Notamment Saka, qui est le seul à avoir un double-double. Au moins 10 buts et au moins 10 assists. Et Trossard, il est à 9 assists, si on compte ceux de Brighton, mais ça compte aussi dans sa saison. Il va peut-être devenir le concurrent de De Bruyne en fin de saison encore. Par rapport à ce que dit Christian et par rapport aux éléments dont on parle ici, on a l'impression que la courbe des deux clubs se croise de manière spectaculaire. Parce qu'Arsenal, il y a un an, ce n'était pas du tout ce qu'on a vu. La 40 buts sur jeu dominant placé. Alors que le déclin, Liverpool est très rapide. C'est parfois lié aux hommes, aux individus. Oui. Vous savez, Arteta, aujourd'hui, on le suggère au Real Madrid. Ce n'est pas que des petits bruits. Du côté du Real, donc, avec quelle maîtrise. Et il n'y a personne qui parle de club au Real Madrid aujourd'hui. Donc, il y a parfois le déclin un peu ou l'usure de certains personnages. Et ils enclenchent avec eux, ces personnages-là. Il y a une équipe très jeune qui réussit très bien cette saison. C'est Arsenal, une équipe relativement âgée qui est en train de décliner. Est-ce que dans leur tête aussi, les joueurs de Liverpool n'ont pas plus envie que ce soit Arsenal qui soit champion plutôt que City après des années de rivalité entre les deux? Je ne pense pas que ça se joue à ce niveau-là, mais peut-être quand même. Ça se verra ce week-end, on verra ça. L'enthousiasme de tout le monde pour Arsenal, y compris les gens qui les aiment pas trop. Oui, c'est parce qu'il y a quand même un vent de fraîcheur. Voilà, il y a une fraîcheur. On a eu ça avec Leicester aussi. Tout le monde a applaudi quand Leicester était sacré champion. Bon, cette équipe d'Arsenal, en tout cas, qu'elle soit à domicile ou en déplacement, veut dominer absolument les débats. Mais vous avez remarqué, Christian, que cette équipe est finalement, d'un point de vue défensif, plus efficace en déplacement. Voilà, pour pouvoir être champion, il faut pouvoir avoir une performance offensive, mais ils l'ont, comme on l'a vu. Mais c'est surtout aussi l'aspect défensif qui est important. Et regardez, ils ont 12 clean sheets cette saison. Seul Newcastle fait mieux avec 13. Mais Newcastle n'a pas autant de clean sheets en déplacement, 9 clean sheets en déplacement. Donc, ça veut dire vraiment que ça confirme en fait le choix offensif du jeu dominant placé. C'est-à-dire qu'on a la possession de la balle, on pousse l'adversaire très loin et en fait, on défend bien et c'est ce qu'ils font pour le moment. Et avec 9 clean sheets en déplacement, ça, c'est une nouvelle performance à mettre à leur tableau de chasse. Et on va voir quelle va être la réaction ce week-end et est-ce qu'ils sont capables d'arriver à 10 en ayant une clean sheet à Liverpool. On va voir ça ce week-end. Ça, c'est une clé pour le match. Vous avez une équipe qui veut le ballon et vous en avez une autre, Liverpool, qui n'est plus capable de presser comme ces dernières saisons. Ça pourrait être absolument décisif, ça. Bon, il y a quand même Saliba qui, normalement, ne sera pas présent. Sans doute remplacé par Rob Holding, donc c'est quand même aussi... Holding, il fait du bon boulot. Oui, bien sûr, mais... on a besoin de joueurs comme ça. Voilà, bien sûr, Saliba marche quand même sur l'eau depuis le début. Qu'il soit prêt, tout à fait. Et il l'est, parce qu'il a fait de très bons matchs depuis qu'il... Un joueur qui est prêt et qui apporte quelque chose à cette équipe, qui est arrivé au mois de janvier, c'est évidemment Leandro Trossard. Alors, on rappelle quand même qu'Arsenal était sur Mudryk et qu'ils étaient prêts à payer une grosse somme. Chelsea les a dribblés au bon moment. Est-ce que c'est pas finalement ce qui pouvait arriver de mieux à Arsenal cette saison? Parce que Trossard, lui, il connaît la Première Ligue et il est efficace dès qu'il monte au jeu, au contraire de Mudryk qui a encore beaucoup d'apprentissage. C'est un atout essentiel et pour avoir commenté le dernier match de Chelsea, Mudryk est encore un peu tendre. Oui. Ça s'est vu dans 2 face-à-face avec le gardien adverse. Trossard, c'est essentiel. C'est ça le joker, entre autres. Tendre, il l'est plus, ça c'est sûr.
Après, je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire, surtout que depuis Gabriel Jesus est revenu, mais il a joué sur le flanc gauche, il a joué aussi en faux numéro 9, donc c'est vraiment un joueur capable d'aider cette équipe d'Arsenal à aller vers le titre. Ouais, je crois que pour l'instant, il ne peut pas faire autrement que de le titulariser. Ça lui permet de faire tourner aussi, enfin pas Jesus, puisqu'il n'a pas beaucoup joué, mais en tout cas Martinelli et Saka. Il a mis une fois Martinelli, une fois Saka sur le banc. C'est un avantage aussi de les reposer un petit peu. Donc je crois que même s'il ne joue qu'une heure, il va être un danger permanent. Et c'est difficile de s'en passer pour l'instant dans l'état de forme où il est. Un danger permanent, c'est ce que montrent les données, les datas concernant Leandro Trossard, Christian. Oui, 9 assists cette saison, 2 avec Brighton et 7 avec Arsenal, c'est exceptionnel. Et on va voir sur l'infographie, sur les 7 assists qu'il a donnés. Et regardez, ça ne vous rappelle pas un peu quelqu'un qui est en tête des classements à la différence que lui, il le fait à gauche. Voilà, il essaye de trouver cette zone optimale de centre sur le côté gauche. Il a déjà donné 4 ballons comme ça. Il a donné un ballon profond venant de l'axe. Et il a donné un centre aussi en se déplaçant. Et il a aussi également, comme Kevin De Bruyne, la faculté de pouvoir donner des assists sur phase arrêtée puisqu'il a été à l'origine d'un corner. Donc aujourd'hui, je pense que les supporters de Genk peuvent être très contents de leurs joueurs. 2 joueurs dans le top 3 des donneurs d'assists qui viennent de Genk. Ça prouve quand même qu'il y a un certain talent chez nous et que quand ils parviennent à se développer à un niveau plus élevé, ils sont très performants et ils sont très décisifs pour leur club. Et c'est aussi très agréable à observer. On voit ici les assists, notamment le but qu'il a marqué sous le maillot d'Arsenal. Les assists, c'est vrai que De Bruyne et Leandro Trossard viennent tous les deux ou sont passés par le Racing Genk. Il y a quand même une chose qui est sûre cette saison. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y aura au moins un Belge qui sera champion d'Angleterre. Oui. Ce sera l'un ou l'autre. C'est certain. Ouais. Et vous savez, j'ai une petite certitude, comme ça, une petite voix intérieure. Hein. Je ne sais pas si Arsenal va être champion d'Angleterre, mais je pense avec certitude que si Gabriel Jesus termine meilleur buteur de son équipe, les Gunners seront champions. Je vous avais sorti il y a un an quelque chose avec Kane. Notre vision du jeu nous le rappellera. Je pense que si Gabriel Jesus termine meilleur buteur d'Arsenal... Donc il doit marquer quelques buts ici. Il a 5-6 buts de retard sur son meilleur buteur. Il ne va pas s'arrêter non plus. Hein. Martinelli et Saka, ils sont à plus de 10. Hein. Oui, ils sont à 13, Martinelli. C'est intéressant ce que dit Donc, Bruno. mais une fin de saison avec ce Gabriel Jesus qui marque, qui reçoit des assists... En tout cas, lui, il ne sera pas sur les rotules, sur la fin de saison, parce qu'il était absent quand même, c'était quoi, 3-4 mois. Attention quand même, quand vous revenez d'une longue blessure, vous avez un pic de forme et puis vous chutez, attention à quel moment, avant de revenir à votre meilleur niveau. Arteta le gère bien, il a mis titulaire pour la première fois. 13 minutes, puis 25 minutes. Puis il le laisse une heure, il le sort, il a marqué 2 buts, il n'était pas content de sortir, ça se voyait. Et alors le symbole aussi, c'est que c'est Trossard qui lui donne son assist pour le premier but de plein jeu, puisque l'autre c'était sur penalty. Tout ça sont des éléments qui doivent booster encore la confiance de l'ensemble de l'équipe, parce que leur meilleur joueur pour l'instant, qui est Leandro Trossard, qui va tout de suite donner un ballon de but décisif à celui qui devrait être leur meilleur buteur, tout ça sont des symboles importants, je pense. Absolument. En tout cas, c'est un match fascinant à suivre dimanche 17h30 sur VOO Sport World. Ce ne sera pas le seul match ce week-end. Voici le programme. On commencera samedi avec un beau duel quand même. Manchester United-Everton, c'est souvent musclé et très engagé. Ouais, à domicile, Man United, c'est intéressant, même s'ils ont eu du mal. Hein. Cette semaine, c'était 1-0. Service minimum, mais suffisant. Ouais. Et attention, Everton, ça devient les rois du match nul en dernière minute. Ils auront besoin de ça pour se sauver. Et puis Tottenham, ce sera face à Brighton dans le Goal of the Day, avec 6 rencontres en même temps quand même. Du boulot pour Benoît Godders. City qui va essayer de mettre de la pression sur Arsenal en se déplaçant chez la Lanterne Rouge, Southampton. Dimanche, Bruno. Eh bien, écoutez, on a de belles affiches. Hein. Leeds Crystal Palace à l'apéro pour monter crescendo, et Liverpool Arsenal. Bah oui, chaque match maintenant devient décisif quand on veut le titre. Il faut le prouver chaque week-end. Effectivement, voilà pour le programme de ce week-end. Merci à toutes et à tous. On rappelle quand même que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'indiquent là en bas de vos écrans. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour parler encore et toujours de Première Ligue. Merci Bruno. Avec Christian on site. Oui. Et oui, merci Philippe. Avec plaisir. Et Christian, on vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve donc ici sur ce studio puisque vous avez décidé de quitter l'ombre pour la lumière des projecteurs et venir dans le studio.
J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Eh bien, nous aussi. On se retrouve donc la semaine prochaine. Passez un excellent week-end de Première Ligue sur vos Sport World et à bientôt. Bye bye. Rashford fires United in front. Ramsey! Brentford's pressure has paid off. Solomon! Barnes is in. Harry Kane! It's a double Traore! Carlos Alcaraz! Big, big goal! What a start for Leeds United.